matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Bonjour à tous et à toutes, auditeurs et auditrices, que vous soyez un nouveau venu ou bien un fidèle, un Lascasien, un Vauréen ou bien simplement un humain, bienvenue dans l'épisode 3 de Passionnez-nous. Alors aujourd'hui nous accueillons Benoît, bonjour. Bonjour. Alors Benoît, tu es connu en tant qu'AED, surveillant, pion, comme disent les élèves, mais au-delà de ça, parce que c'est une question un peu rituelle dans Passionnez-nous, Benoît, qui es-tu ? Alors, je suis effectivement AED depuis cette rentrée, on ne va pas s'étendre là-dessus. C'est une vaste question, très philosophique, donc je vais faire assez simple, et notamment par rapport au sujet du jour, puisqu'on est dans la semaine du goût, et j'ai fait de mon métier un métier qui prend en compte les 5 sens. Je suis sommelier. J'ai une formation de sommelier, parce que les 5 sens ont toujours eu un impact très fort dans ma vie. J'ai été passionné, j'ai très vite été intéressé par tout ce qui est gastronomique. Je suis un épicurien. J'ai très tôt aimé le vin, parce que mon père me faisait goûter du vin dès le début de mon adolescence, même un peu avant. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a intéressé au-delà du fait qu'il y ait de l'alcool. J'ai très vite compris que c'était un produit gastronomique, donc c'est quelque chose qu'on m'a transmis au niveau familial dans mon éducation. Les accords vin et mets, et ensuite je me suis intéressé à tout l'univers du thé, et donc je suis devenu un expert, un spécialiste du thé, donc tout ce qui touche à la culture du thé, à la fois la dégustation, l'histoire, les différentes cultures du monde qui s'associent au thé, puisque c'est une boisson qu'on trouve sur tous les continents. Et j'ai été formateur donc pour une chaîne de magasins de thé pendant une dizaine d'années. J'ai complètement quitté ce domaine, donc c'est resté une passion, tout ce qui est lié au goût, le thé, le vin, la gastronomie en général. Et j'essaye de faire fonctionner mes 5 sens tous les jours en conscience. Mais aujourd'hui, je suis AED au lycée Lascaz et je commence à enregistrer des livres audio. Donc rien à voir. Voilà. Ça a quand même un lien peut-être avec le fait d'écouter. Alors, c'est très bien tout ça parce qu'aujourd'hui, Benoît, on va parler ensemble, puisque je vous le rappelle, chers auditeurs, Passionnez-nous, c'est avant tout une émission d'écoute. On écoute des gens qui veulent bien parler. Alors, parler de quoi ? Bon, parler de tout, même si, Benoît l'a dit, aujourd'hui, on va tout particulièrement s'intéresser au thème des 5 sens. Quelles sont leurs importances dans notre vie ? À quel point sont-ils nécessaires ? Tout autant de questions qu'on va aborder pendant un certain temps. Un temps qui commence maintenant avec la citation de l'invité. Benoît, quelle citation est-ce que tu as choisi de nous ramener aujourd'hui ? Alors, j'ai choisi une citation qui n'en est pas une. C'est plutôt un concept, parce que c'est japonais, et ça a été ça a été instauré dans le cadre de la cérémonie du thé au Japon. Cérémonie du thé qui est vraiment un rituel, quelque chose de très spirituel. Et il y a un concept dans cette cérémonie du thé qu'on appelle Ichigo Ichie en japonais, et qui est difficilement traduisible littéralement en français. C'est quelque chose qu'on pourrait traduire par ici et maintenant, où en fait c'est vraiment ce concept, c'est vraiment de chaque moment est unique et il faut en profiter. Chaque moment ne pourra pas être répété. Chaque moment de la vie qu'on est en train de vivre, par exemple là on est en train d'enregistrer cette émission, nous sommes plusieurs êtres humains dans la salle, il y a des objets, il y a des odeurs, il y a du bruit. On pourrait demain et chaque jour de l'année reproduire cette même scène sur le même sujet. Le moment sera toujours différent. Et donc chaque moment, donc c'est vraiment cette notion de profiter et de jouir de chaque instant avec humilité. Et pour ça, il faut se servir de ces 5 sens pour pouvoir en profiter pleinement. Donc moi, c'est un concept que j'ai toujours voulu appliquer. On ne peut pas le faire tout le temps, mais pour vraiment profiter des 5 sens et en avoir conscience, il faut savoir s'arrêter et profiter de l'instant présent et du coup mettre à contribution ces 5 sens. Une sorte de carpe diem oriental. Exactement, ouais. oui. Ok, on va profiter de l'instant présent. On va commencer du coup avec les premières questions. La première question qui semble un peu logique, une sorte de définition, qu'est-ce que c'est pour toi un sens ? Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Alors un sens, bon, on va pas parler des synonymes, mais là, comme on est dans le cadre du goût, un sens, c'est... Alors, on parle de 5 sens, il y a d'autres sens, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les 5 sens, je dirais externes, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue, chacun à leur manière nous permettent d'interagir avec le monde extérieur. C'est ce qui nous permet de nous adapter au monde, de prendre les informations, de se repérer dans l'espace, que ce soit au niveau... Une odeur peut nous donner une information de danger. Quand on a le toucher aussi, il peut nous donner des sensations de chaleur ou de froid. Si on n'a aucun de ces sens, je n'ai pas vécu l'expérience, mais ça doit être très perturbant. On a vraiment très peu d'interaction avec l'extérieur, en fait. Donc ces 5 sens, c'est ce qui va participer à fabriquer notre propre personnalité, notre propre identité. Que ce soit l'ouïe, l'odorat, chacun à leur manière. Et ces 5 sens, évidemment, ne sont pas chacun isolés à leur place avec chacun leur rôle, mais vont interagir entre eux et avoir un impact certain sur qui on est. Et ça va nous faire évoluer dans la vie. On peut aussi avoir perdu un sens ou ne pas l'avoir dès la naissance, mais on va se concentrer sur d'autres sens. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu penses quand même, du coup, en lien avec ça, qu'aujourd'hui, on a tendance, du coup, à perdre un peu ce rapport qu'on a avec nos 5 sens et même plus avec la réalité, en quelque sorte? Oui, il faut savoir que nos 5 sens sont constamment en éveil. Ils sont mis à contribution, je dirais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais c'est souvent inconscient. On ne se rend pas forcément compte. La majorité des odeurs, on ne les sent pas. Elles vont avoir un impact chimique, mais on ne va pas forcément sentir ces odeurs. On est rarement en train d'utiliser nos 5 sens en pleine conscience. C'est souvent inconscient. Et là où on peut perdre cette notion des 5 sens, c'est qu'on de moins en moins, je dirais par rapport au tumulte du monde, à ce besoin d'aller très vite et d'avoir finalement de moins en moins de temps pour s'arrêter et faire un peu le vide autour de soi, on va parfois oublier de profiter de ces 5 sens. On va même parfois, à l'extrême, être sursollicité. Je parle par exemple si on vit dans une grande ville, qu'on prend les transports, le métro pendant 1 heure le matin, on va être saturé niveau visuel, niveau olfactif, niveau auditif. Et ça peut altérer justement toute la subtilité des 5 sens. Et donc il faut savoir s'arrêter pour reprendre conscience de ces sens et en profiter de nouveau. Voilà. Oui, c'est carrément ça. Et puis, même au-delà de ça, quand on parle, même on parle du sens de la vie, en quelque sorte. Et du coup, est-ce que c'est vraiment possible de vivre sans aucun sens? Alors, le sens de la vie, c'est rigolo comme question. Le sens de la vie, c'est différent, c'est une question plus philosophique. Ouais. Et vivre sans les sens, c'est différent, c'est physiologique. Ouais. Mais c'est intéressant de faire le lien. Vivre sans les sens, c'est quelque chose que je n'ai pas expérimenté et c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir. On peut vivre sans un sens, sans 2 sens, mais on va toujours compenser avec les autres sens qui nous restent. Mais n'avoir aucun de ces sens, j'ai du mal à concevoir la vie sans ces 5 sens et même sans les autres sens qui existent aussi, puisqu'il n'y a pas que 5 sens. Oui, ça semble un peu impossible. Mm-hmm. La perte d'un sens, tu penses qu'elle peut nous faire... elle peut être en quelque sorte bénéfique, du coup? Si on perd un sens et qu'on peut en gagner plus chez un autre, je sais pas. Est-ce que ça peut être bénéfique au final? Ça peut être bénéfique. Alors avant tout, la perte d'un sens est plutôt une tristesse ou un drame. Ça peut être lié à un accident ou alors tout simplement quelque chose qui nous arrive dès la naissance. Mais ça peut être bénéfique. Je dirais le bon côté de la chose, c'est qu'on va, à côté de ça, compenser et développer peut-être plus que les personnes qui ont tous leurs sens. On peut développer d'autres sens de façon plus complexe. Je pense notamment, là, si je prends des exemples de musiciens, il y a des musiciens très connus qui sont aveugles et qui ont énormément développé l'écoute, l'ouïe, qui se sont concentrés sur d'autres sens. Je ne dis pas qu'il faut être aveugle pour être un bon musicien, mais peut-être ça a aidé des personnes qui avaient perdu un de leurs sens. Un autre exemple aussi me vient à l'esprit, c'est celui de Beethoven, qui était un grand compositeur et musicien, et qui a perdu l'ouïe assez tard dans sa vie, je crois, et qui a composé ses plus belles symphonies, et pas que ses symphonies, mais en tout cas, les plus belles pièces que je connaisse de lui ont été composées une fois qu'il était totalement sourd. Tous les sens sont associés à la mémoire, et certains plus que d'autres, notamment l'ouïe et l'odorat, qui vont vraiment renvoyer à nos souvenirs, notre mémoire,
et peuvent parfois nous faire réagir au niveau émotionnel de façon très forte, que ce soit par la joie ou la tristesse. On a tous des morceaux de musique qui nous font réagir, nous renvoyer à notre enfance ou nous rendre tristes, nous rendre heureux. Pareil pour les odeurs, il y a comme la Madeleine de Proust, il y a des odeurs qu'on ne va pas sentir pendant des années et qui vont d'un coup nous être mises sous le nez, c'est le cas de le dire, et ça va nous faire renaître un souvenir et renvoyer une émotion qui peut nous perturber parfois. Ces sens-là vont vraiment vont être intégrés dans notre mémoire. Donc si on le perd, on aura toujours cette mémoire d'avoir connu l'odorat ou la musique, l'ouïe. Et donc si on le perd, on aura quand même ce passif. Je pense qu'une personne qui est née en étant sourde ou en étant aveugle ne va pas être dérangée par ça puisqu'elle a toujours vécu comme ça. Et donc le concept même de voir quelque chose est quelque chose qui n'existe pas. Et donc voilà, c'est... Ouais, il faudrait en parler à des complexe, personnes qui seraient nées sans l'ouïe, l'odorat ou même la vue. Et comment imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vraiment Exactement. perçu, Donc là, je me touché. permets de parler à leur place, mais je pense que c'est... c'est infiniment plus complexe que cela. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il existait peut-être plusieurs sens. Est-ce qu'il existe, au-delà des 5 sens, du coup, voilà, un 6e sens, un 7e sens? Oui, alors il y a je dirais, ce fantasme du 6e sens mystique. Mais pour être un peu plus cartésien, la majorité des scientifiques aujourd'hui s'accordent à dire qu'il y a plus que les 5 sens. Un sens, moi, je me suis pas du tout plongé dans ces autres sens puisqu'il n'était pas intéressant pour moi dans ma pratique de la dégustation. Des sens qu'on appellera plutôt des sens internes et pas externes, comme l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue. Un sens qu'on connaît tous, et on parle souvent du sens de l'équilibre. C'est un sens qui est en nous et qui nous permet de garder l'équilibre. Il y a un autre sens, je ne connais pas le mot, mais dont les scientifiques parlent, c'est un sens qui nous permet d'avoir conscience de notre corps dans l'espace. Donc, on sait où sont nos membres, voilà, c'est des choses inconscientes, mais ce sont des sens également. La douleur, apparemment, serait aussi un autre sens, mais qui peut être associé au toucher. Tout ce qui est lié à la température aussi, le chaud, le froid. Voilà, mais moi je les associerais au toucher, mais apparemment c'est quelque chose qu'on va dissocier du sens du toucher. Comme si voilà, on dissociait les sens internes et externes en quelque sorte. Exactement, Ouais, oui. Ok. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand tu parlais aussi du fait que certains sens étaient plus liés à la mémoire que d'autres, on se posait la question de savoir à quel point les sens ils peuvent être hiérarchisés. Est-ce qu'il y a des sens qui sont plus importants que d'autres? J'ai lu que certains philosophes ou scientifiques avaient hiérarchisé les sens, et moi je me désolidarise de ça. Pour moi, tout dépend du contexte, tout dépend de ce qu'on fait de ces sens. Donc tout dépend de quel individu on est, et tout dépend de nos passions et de nos activités. Pour moi, la plupart du temps, le sens le plus important, c'est l'odorat. C'est celui qui m'affecte le plus, c'est celui qui a le plus d'impact sur mon quotidien, celui que j'ai le plus travaillé, avec l'ouïe également. Donc je dirais que c'est les sens auxquels je suis le plus attaché dans mon quotidien, parce que j'écoute énormément de musique. Et je suis très attaché j'ai besoin d'écouter de la musique pour vivre des émotions aussi, en ne faisant rien d'autre que d'écouter de la musique. Et du coup, l'ouïe me permet, moi, de me renvoyer à des souvenirs heureux, et à découvrir de la musique aussi. Voilà. Après, je les hiérarchise comme cela, et c'est des sens qui, en fait, ont eu un impact beaucoup plus important dans notre enfance. Parce qu'on est beaucoup plus sensible au goût, à l'odorat, à l'ouïe quand on est petit. C'est là qu'on se forge, entre guillemets, une personnalité aussi liée à ces sens, que la mémoire va se construire. Et en vieillissant, plutôt au fil des années, les nouvelles odeurs, les nouveaux sons vont avoir moins d'importance, vont moins nous marquer et vont être moins mémorisés. Et c'est pour ça souvent qu'on va vraiment réagir très fort à une odeur qu'on n'a pas sentie depuis l'enfance, et qu'on va d'un coup ressentir. Ça peut être un voyage, par exemple. Là, je prends mon expérience personnelle, puisque j'ai passé 4 années de ma vie au Japon, à l'école primaire. Et c'était, pour moi, cette expérience, c'est associé à des odeurs, à des sons, mais surtout à des odeurs, à des souvenirs évidemment visuels, des rencontres. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est des odeurs. Et c'est des odeurs que parfois je retrouve et qui me renvoient vraiment à mon enfance.
Des voyages, j'en ai fait d'autres à un âge plus avancé, après l'adolescence, pendant l'adolescence, après l'adolescence, dans ma vie de jeune adulte. Et je suis moins marqué par ces odeurs, en fait. Je vais être marqué sur place, des nouvelles odeurs, forcément, ça nous sollicite, ça a un impact, mais plus tard, ça va moins me toucher émotionnellement. Mais apparemment, ça, c'est vraiment quelque chose de physiologique. C'est comme ça. Ce sera une Madeleine de Proust moins efficace. Voilà, la Ouais. Madeleine de Proust marche avec les souvenirs d'enfance. Tout à l'heure, tu nous disais que du coup, que tu as travaillé ton odorat. Oui. Et ça me donne l'idée de cette question-là. Parce que, du coup, est-ce que un sens, c'est quelque chose qui est complètement inné ou du coup, ça se développe? Puisque tu nous parles de travailler un sens. C'est une très bonne question. Les 5 sens, nous les avons tous, sauf cas exceptionnel. Nous avons tous un odorat. Nous avons tous un très bon palais. Peut-être que certaines personnes ont plus de prédispositions, mais ça doit être assez rare. Et quand on parle de quelqu'un qui est un nez, par exemple, je dirais que c'est faux. C'est pas quelqu'un qui a plus de sensibilité aux odeurs ou au goût. Un sens, ça se travaille. C'est comme un instrument de musique. Il faut pratiquer tous les jours. Et je dirais que la difficulté des sens, et souvent, moi, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais moi, j'y connais rien à la dégustation. Je sens pas les choses, j'ai du mal à détecter les saveurs. » En fait, si, on les détecte très bien inconsciemment. Et quand on essaie de le faire consciemment et de mettre des mots dessus, parce que c'est ça, on communique entre nous verbalement, et donc il faut décrire ces sensations, ces odeurs, ces saveurs, et c'est là que ça devient compliqué. C'est de verbaliser, de trouver le bon vocabulaire, et c'est ce qui se travaille en fait. Et c'est aussi la mémoire. Donc, savoir utiliser le bon vocabulaire et savoir faire fonctionner sa mémoire, puisque quand on déguste que ce soit du vin, des huiles d'olive, des plats, des mets, on va garder en mémoire tous ces souvenirs et mettre des mots. Donc il faut le faire en conscience, essayer de mettre des mots sur nos sensations et après essayer d'en parler. Et c'est le plus difficile. Donc c'est un travail. Et donc l'odorat, c'est vraiment le sens le plus difficile à travailler. C'est le sens qu'on a pendant longtemps mis un peu de côté parce qu'il avait cette connotation un peu animale, un peu instinctive, qui était un peu opposée à tout ce qui était intellectuel. Et donc, c'est quelque chose qu'on travaille très peu. Moi, en tout cas, dans mon expérience scolaire, j'ai très peu travaillé l'odorat. C'est quelque chose qui peut nous être inculqué par notre entourage familial ou nos amis, ou en tout cas par notre environnement proche. Mais si ça ne l'est pas, il faut le faire par soi-même, et ça peut arriver tard. Et c'est là que ça devient plus difficile. Plus on s'y met tard et plus c'est difficile, puisqu'il faut le travailler dès l'enfance. Donc c'est important, je pense, quand on est avec des jeunes enfants, de les amener à verbaliser, à exprimer, à goûter plein de choses différentes, plein de saveurs différentes, leur faire exprimer les odeurs, ces choses-là. Puisqu'après, les années passent et on a notre vécu par rapport aux odeurs, par rapport à tout ça, à ces sensations, mais on ne sait pas les exprimer. Ok. Donc, voilà. Et dans tes voyages donc, que tu as fait tout au long de ta vie, est-ce que tu penses qu'il y a des événements, des choses qui ont pu changer tes perceptions sensitives? Est-ce que tes sens, en fait, est-ce que quelque chose a pu modifier tes sens? Oui, notamment, je reviens sur ces années d'expatriation au Japon, où j'étais très jeune, et où j'ai découvert une autre gastronomie, et mes parents étaient assez ouverts là-dessus, où on a mangé, on n'allait pas se mettre à acheter des produits occidentaux pour pouvoir refaire la cuisine qu'on avait en France. Donc on a vraiment mangé japonais, on s'est adapté, je dirais, à la gastronomie locale. Et du coup, en Asie du Sud-Est, notamment au Japon, c'est très différent d'en France. Beaucoup de saveurs sont omniprésentes dans la cuisine, comme l'amertume, plus de piment aussi, plus d'acidité, moins de sucre. Et ça, c'était très intéressant. Ça m'a fait vraiment m'habituer, notamment à l'amertume, qui est une saveur qu'on a tendance à rejeter, en tout cas à essayer d'effacer dans la culture gastronomique occidentale. Cette amertume qui a une connotation négative souvent, quand on parle on parle souvent d'un sentiment amer, d'une personne amère, voilà, c'est trop amer, voilà, l'amertume, rarement on va dire « Ah, quelle belle amertume !» Voilà. Mais alors que là, je parle de ce que je connais. Dans la culture d'Asie du Sud-Est, l'amertume est une saveur qui est vraiment pas omniprésente, mais qui est très recherchée.
et qui est cuisiné à la perfection et que les enfants vont apprendre à aimer dès le plus jeune âge. Puisqu'on parle aussi de la semaine du goût et que le sens du goût est associé aux saveurs. Et les saveurs, c'est ce qui se passe sur la langue. Et on a, sur ces les papilles gustatives vont nous permettre de capter des saveurs. Et ces saveurs, on va les dénombrer. Vous avez le sucré, l'acide, l'amer, le umami, et la cinquième, le salé. Et ces saveurs, en fait, dès les premiers mois dans le ventre de notre mère, on y est confronté, comme les odeurs d'ailleurs. Et on va naître, je dirais, avec des a priori sur ces saveurs. Le sucré, par exemple, dans le ventre de notre mère, est associé à quelque chose d'heureux. Le liquide amniotique est souvent assez sucré. D'autres saveurs peuvent arriver dans le liquide amniotique, dont le bébé va souvent se nourrir. Tout dépendra, en fait, de ce que mange la mère, en fait. Mais c'est souvent assez sucré. Et l'enfant associe le sucré à quelque chose de réconfortant. Alors que l'amertume, dans la nature, les poisons sont généralement amers. Et donc, instinctivement, dans le ventre de notre mère, ou une fois à l'âge adulte, on associe l'amertume aux poisons qui sont dans la nature. Les plantes amères, souvent, sont des poisons. Voilà. Je dirais que les premiers hommes, quand ils allaient cueillir des plantes, si c'était amer, ils recrachaient parce que c'était certainement du poison. Ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas toujours vrai. Il y a beaucoup d'éléments amers dans la nature, mais qui ne sont pas des poisons. Et donc, il faut apprendre à déconstruire cette idée préconçue, dès la naissance, que ce qui est amer est dangereux. Contrairement au sucré, où on va instinctivement se dire « c'est bon », alors qu'on sait que le sucre, c'est un piège. Plus on en mange, plus on en a besoin, et ça peut amener à des graves problèmes de santé. Alors que l'amertume, ce sera plutôt l'inverse. Il va falloir, avec le temps, déconstruire en grandissant. Et l'exemple le plus fréquent que je vais avoir dans notre culture gastronomique occidentale, ce serait la consommation du café ou du thé. Quand on est très jeune et qu'on commence à boire du café, souvent on met du sucre. C'est pour compenser l'amertume du café. Donc les saveurs vont interagir entre elles. On peut dire pareil avec le jus de citron. Le jus de citron, parfois, est trop acide. On va mettre un petit peu de sucre pour compenser cette acidité. Le thé, c'est pareil. Et d'ailleurs, les Occidentaux, quand ils ont commencé à importer ces produits exotiques, le café, le chocolat ou le thé, la première chose qu'ils ont fait, c'est de rajouter du sucre ou d'autres éléments gras comme le lait pour compenser une amertume qui n'était pas du tout à leur goût, alors que en Éthiopie, où on consommait le café depuis toujours, on n'a jamais rajouté de sucre ni rien. On aimait cette amertume. Pareil pour le café, pareil pour le thé. L'amertume a toujours été plutôt bien vue, mais notre palais n'étant pas habitué, en tant qu'occidentaux, on a un petit peu triché en rajoutant du sucre. C'est marrant, ça voudrait dire que les sens, ils changent en fonction du pays ou de l'époque. Exactement. Et que ça évolue un sens, en fait. Ça évolue et c'est vraiment lié à notre culture, à notre patrimoine gastronomique, entre guillemets, aux habitudes culinaires, en fait, de chacun. Et du coup, d'un continent à un autre, les habitudes sont très différentes. Et des saveurs qui peuvent être vues négativement ici pourront être vraiment très recherchées dans d'autres régions du monde. Et donc, chaque individu va vraiment avoir un vécu différent par rapport aux saveurs. Pareil pour les odeurs. Les odeurs, on est tous... C'est un peu comme les couleurs, mais en plus complexe. On ne sera jamais d'accord pour dire qu'une odeur est bonne ou mauvaise. On peut trouver... Si on n'aime pas l'odeur, je sais pas moi, de la betterave, par exemple, ou cette odeur de terre, l'associer à quelque chose de sale ou de... c'est forcément lié à un épisode de notre enfance. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'essayer, quand on n'aime pas un plat, d'essayer de comprendre pourquoi on l'aime pas. Et du coup, de revenir en arrière. Il y a forcément quelque chose, à un moment donné, qui a fait qu'on a associé ce plat. Soit c'est parce que on nous le faisait manger dans un contexte familial compliqué, et du coup, c'est associé à des événements tristes, et du coup, on va pas aimer ce plat. Donc, c'est intéressant pour les enfants de leur faire goûter des nouvelles choses dans un contexte assez neutre, pour pas qu'ils associent ce plat à une récompense, par exemple, ou à l'inverse, à un moment difficile. Et donc, c'est vraiment très subjectif, le fait d'apprécier une odeur ou de ne pas l'aimer. Voilà. Bah, c'est vrai que, du coup, c'est peut-être ça aussi qui est super intéressant, c'est que, du coup, les cinq sens, c'est un peu quelque chose de complètement universel, que tout le monde partage, et qui, en même temps, est extrêmement personnel et très individuel, quoi. Tout à fait, oui. Tu nous as passionnés avec plaisir. pendant un certain temps, Benoît. C'était vraiment une chouette émission. Et j'espère que ça vous a plu aussi.
chers auditeurs. On se retrouve dans un certain temps pour une prochaine émission. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir.